Tout empire repose sur le sang et la peur. Nul ne le sut mieux que lui. Comment un homme peut-il être à la fois un réformateur visionnaire et un tyran paranoïaque? Qu'est-ce qui transforme un jeune prince prometteur en le monstre qui assassinerait son propre fils? Il était Ivan IV Vassilievitch, le premier tsar de toutes les Russies, le conquérant de Khanat, mais la postérité le connaît sous le nom d'Ivan, le Terrible. Aujourd'hui, vous découvrirez la spirale tragique et violente d'un dirigeant qui forgea une nation, tout en la plongeant dans la terreur. Si la psychologie du pouvoir vous fascine, si vous êtes captivé par la manière dont l'ambition peut corrompre, et par les frontières floues entre la génie et la folie, l'histoire d'Ivan vous laissera sans voix. Nous suivrons son enfance traumatisante. Nous assisterons à ses brillantes réformes initiales et à l'amour qui l'ancrait à la raison. Nous verrons naître sa terrible police secrète, les massacres qui glacèrent le sang de l'Europe et l'acte final, le plus sombre de tous, qui condamna sa propre dynastie. Un monstre est-il né ou le pouvoir l'a-t-il créé? Le pouvoir absolu lui fut confié à l'âge de 3 ans seulement. En 1533, Ivan est nommé grand prince de Moscou, un enfant roi dans un royaume de loups. Son enfance ne fut pas faite de privilèges, mais d'un cauchemar. Après la mort de son père, sa mère, Hélène Glinskaya, tenta de le protéger, mais 5 ans plus tard, elle aussi disparut, son corps consumé par un mal que les chroniqueurs et la science moderne murmurent être du poison. Orphelin, Ivan devint une pièce de plus sur l'échiquier des grandes familles de boyards. Dans les couloirs du Kremlin même, les clans nobles se disputaient la régence, conspiraient, volèrent des terres et humiliaient le jeune prince. Il grandit en voyant des trahisons au grand jour, en entendant les cris de ceux qui étaient purgés par la faction du moment, et en ressentant le froid de l'indifférence et du mépris. Dans ce nid de vipères, il apprit sa première et plus durable leçon. On ne peut faire confiance à personne, surtout à ceux qui vous sourient. Il comprit de la manière la plus brutale que le pouvoir ne s'hérite pas simplement. Il se prend et se défend à poigne de fer. Le chaos qui l'entourait engendra en lui un désir obsessionnel d'ordre, un ordre absolu imposé par une seule volonté. Et puis, l'enfant observateur devint l'acteur principal. En 1547, à 16 ans, Ivan convoqua la cour et secoua les fondements de son monde. Il ne se contenta pas de revendiquer sa place de grand prince. Il se couronna lui-même premier, tsar de toutes les Russies. Ce n'était pas seulement un titre, c'était une déclaration. Le mot « tsar », dérivé du latin « César », l'élevait au-dessus de tous les princes et boyards. Son pouvoir, déclarait Ivan, ne venait pas de la noblesse, ni de ses jeux de pouvoir. Il venait directement de Dieu. Le garçon qui avait été une marionnette venait de couper ses propres ficelles. Fort du pouvoir d'un César entre ses mains, Ivan avait besoin d'une encre pour son âme. Il la trouva en Anastasia Romanovna. La même année de son couronnement, il choisit son épouse, non parmi les maisons royales d'Europe, mais parmi la noblesse russe mineure. Ce fut son premier, et peut-être son seul véritable amour. L'influence d'Anastasia sur le jeune tsar fut immédiate. Sa gentillesse et sa sagesse apaisèrent la fureur qui sommeillait en lui, canalisant son énergie non vers la vengeance, mais vers la construction. Ce fut l'âge d'or de son règne. Guidé par un cercle de conseillers connus sous le nom de Conseil élu, Ivan se révéla comme un réformateur brillant. Pour briser le pouvoir absolu des boyards et donner une voix au royaume, il créa le Zemski Sobor, une assemblée de représentants du pays, le premier parlement de l'histoire russe. Pour éradiquer la corruption dont il avait été témoin dans son enfance, il promulgua un nouveau code légal unifié, le Soudebnik de 1550, qui centralisait l'administration de la justice et la plaçait sous le contrôle du tsar. Et pour défendre son nouvel ordre, il fonda les Streltsi, le premier armée permanente de Russie, des troupes professionnelles armées de mousquets, loyales uniquement au trône. Avec un État réorganisé derrière lui, le tsar tourna son regard vers l'extérieur. Pendant des siècles, les Khanats tatars, restes de la Horde d'Or, avaient ravagé les frontières russes. Ivan décida de mettre fin à cette menace pour toujours. En 1552, après un siège épique, ses troupes prirent la formidable forteresse de Kazan. 4 ans plus tard, en 1556, le Khanat d'Astrakhan tomba également, ouvrant le contrôle total du fleuve Volga jusqu'à la mer Caspienne. Ce ne furent pas de simples conquêtes, ce fut un tournant.
Le territoire russe s'étendit massivement vers l'est et le sud, transformant la principauté de Moscou en empire russe. Un vaste État multiethnique. À cette étape de sa vie, personne ne l'appelait le Terrible. C'était un jeune dirigeant brillant, un chrétien dévot, un stratège audacieux et un visionnaire politique déterminé à entraîner son royaume médiéval et fragmenté vers une nouvelle ère de pouvoir centralisé et de gloire impériale. Il semblait que l'enfant brisé par le passé avait réussi à forger un avenir glorieux. Mais la même main qui construisait était capable d'une destruction inimaginable. Mais la lumière qui brillait sur la Russie était sur le point de s'éteindre. En 1560, l'encre qui retenait la raison du tsar se brisa. Son épouse bien-aimée, Anastasia, mourut soudainement. Ivan, dévasté par la douleur, n'y vit pas une tragédie, mais une conspiration. Il était entièrement convaincu que les boyards, ceux qu'il avait haïs et méprisés depuis son enfance, l'avaient empoisonné pour le blesser. La bonne période était terminée. Sans la voix modératrice de son épouse, le caractère du tsar s'assombrit, et la paranoïa qui avait toujours rôdé sous la surface se déchaîna avec une fureur incontrôlable. Le monde extérieur sembla confirmer ses pires craintes. La longue et sanglante guerre de Livonie, une campagne initiée en 1558 pour ouvrir une route vers la mer Baltique, s'enlisait dans un bourbier de défaites et de dépenses. La frustration du tsar se transforma en colère lorsqu'un de ses commandants les plus capables et son ami le plus proche, le prince Andreï Kourbski, déserta pour le camp ennemi, la Lituanie. Pour Ivan, ce fut la preuve définitive. Si son meilleur ami pouvait le trahir, alors n'importe qui le pouvait. Il était entouré d'ennemis, non seulement à ses frontières, mais aussi dans sa propre cour, dans ses propres couloirs. La paranoïa cessa d'être un sentiment personnel. Elle devint une politique d'État. Et puis, en 1565, Ivan conçut un plan si radical qu'il frisait la folie. Il divisa son propre empire en deux. Une partie, la Zemchina, resterait sous l'administration des boyards. L'autre, l'Oprichnina, serait son domaine personnel et absolu. Un État dans l'État, soumis uniquement à sa volonté. Pour gouverner ce royaume obscur, il créa une arme vivante. Une force de police secrète de 6000 hommes, les Oprichniki. C'était sa légion de la mort. Vêtus de noir de la tête aux pieds, montés sur des chevaux noirs, ils portèrent les emblèmes de leur macabre dessein. Sur leur selle, une tête de chien pour flairer la trahison et un balai pour la balayer de la face de la Russie. Avec eux se déchaîna un règne de terreur. Les Oprichniki parcoururent le pays, confisquant des terres, torturant et exécutant des milliers de personnes, quiconque était même vaguement soupçonné de déloyauté, sans procès ni preuve. L'apogée de cette brutalité arriva en 1570. Tourmenté par la suspicion que la riche et fière cité de Novgorod projetait de s'allier avec la Lituanie, Ivan n'envoya pas une armée. Il s'y rendit lui-même, menant ses Oprichniki dans une expédition punitive. Ce qui suivit ne fut pas une bataille, mais un massacre systématique qui dura des semaines. Des dizaines de milliers d'hommes, de femmes et d'enfants furent méthodiquement torturés et assassinés de la manière la plus cruelle. La rivière Volkhov rougit, pleine de corps jetés sous la glace. La ville, un phare de la culture et du commerce russe, fut pillée jusqu'aux fondations, son pouvoir économique anéanti pour toujours. Il ne s'agissait plus de consolider le pouvoir ou de raison d'État. C'était la tyrannie sous sa forme la plus pure et la plus démente, l'acte qui grava à jamais son nom dans l'histoire non pas comme le réformateur, mais comme le terrible. La terreur, cependant, n'était pas un outil fiable. En 1572, l'Oprichnina elle-même se révéla un échec colossal lorsque les Tatars de Crimée réussirent à contourner les défenses, pillèrent les faubourgs de Moscou et incendièrent la capitale. Le corps d'élite du tsar, si efficace pour massacrer ses propres citoyens, fut inutile contre un ennemi extérieur. Humilié, Ivan dissout l'organisation. Le nom Oprichnina fut interdit, mais ce fut un geste vain. L'organisation disparut, mais la méthode persista. La terreur n'était plus une politique, c'était l'air que l'on respirait à la cour d'Ivan. Mais l'acte final de sa tragédie ne se déroulerait pas sur un champ de bataille, ni sur une place de torture, mais dans l'intimité de ses appartements. En 1581, lors d'une vive dispute, le tsar se confronta à son fils aîné et héritier, le tsarévitch Ivan Ivanovitch.
Aveuglé par une de ces fureurs qui avaient consumé des villes entières, le tsar leva son lourd sceptre et, dans un instant de folie, frappa son propre fils à la tête. Le coup fut mortel. Pendant des jours, un Ivan horrifié resta assis au chevet de son héritier, priant, pleurant et refusant d'accepter ce qu'il avait fait, tandis que la vie de son fils s'éteignait. L'homme qui avait lutté obsessionnellement toute sa vie pour centraliser le pouvoir, pour assurer sa lignée et pour soumettre un empire à sa volonté, venait de tuer de ses propres mains son unique héritier compétent. Le repentir qui le consuma fut absolu, mais le dommage était irréparable. Le terrible tsar n'était plus qu'un père qui avait assassiné son fils. Son autre enfant, Théodore, était un homme pieux et bon, mais considéré comme faible d'esprit et incapable de gouverner la tempête que son père était sur le point de laisser derrière lui. D'un seul coup, Ivan n'avait pas seulement tué son fils, il était devenu le destructeur de sa propre dynastie, scellant son héritage et condamnant la Russie à un avenir de chaos et d'incertitude. Les années qui lui restèrent furent celles d'un fantôme tourmenté. Ivan, l'homme qui se croyait loin de Dieu, était maintenant consumé par la culpabilité de l'assassin de son propre fils. Il cherchait désespérément l'expiation, faisant don de fortune au monastère et rédigeant des listes avec les noms de ces milliers de victimes, pour que les moines prient pour leurs âmes. Mais le repentir n'apporta pas la clémence. La main de fer ne se ramollit jamais. La paranoïa continua de dicter des condamnations à mort jusqu'à la fin. Sa mort, le 28 mars 1584, arriva d'une manière étrangement théâtrale. Ce ne fut ni au combat, ni victime d'une conspiration, mais dans un moment de calme. Alors que ses serviteurs préparaient un échiquier, le jeu des rois, le premier tsar de toutes les Russies, s'effondra et mourut. La force qui avait ébranlé les fondements d'un continent s'éteignit en silence. Le vide qu'il laissa fut immédiat et catastrophique. Son fils faible, Théodore, régna, mais ne gouverna pas, et mourut sans enfant. Avec lui, la dynastie rurique, qui avait régné pendant 700 ans, s'éteignit. La Russie, la nation qu'Ivan avait unie par le sang et l'acier, se précipita dans un abîme de chaos connu sous le nom de période des troubles. Une ère sombre de guerres civiles, de famines dévastatrices et d'invasions étrangères qui faillirent effacer la Russie de la carte. Finalement, qui fut Ivan ? Son héritage est aussi contradictoire que son propre esprit. Plus qu'un simple tyran, il fut une force de la nature qui entraîna un royaume médiéval, à coups de pied et de cris, à l'ère des empires. Il centralisa l'État, étendit ses frontières et donna à la Russie une identité impériale qui perdure jusqu'à aujourd'hui. Mais il le fit à un coût humain si terrible, si épouvantable, que son nom devint un avertissement. Il forgea un empire, oui, mais il le tempéra dans le feu de la paranoïa et le baptisa du sang de son propre peuple. L'histoire n'offre pas de jugement simple pour des figures comme Ivan IV, car il fut, sans aucun doute, l'une des plus complexes et des plus contradictoires de l'histoire. Il fut l'architecte de l'État russe moderne et, simultanément, son premier grand tyran. Même son surnom, le Terrible, est un écho de cette dualité. Le mot russe, Grozny, ne se traduit pas seulement par terrible au sens de maléfique. Il signifie également formidable, imposant, qui inspire la crainte et le respect. Pour ses contemporains, un roi devait être Grozny pour être obéi. Ivan le fut, mais il franchit une ligne qui le conduisit du formidable au monstrueux. Le bilan de son règne est une paradoxale sanglante. D'un côté, il centralisa le pouvoir, réforma la loi et l'armée, et étendit massivement le territoire, jetant les bases de l'absolutisme qui définirait la Russie pendant des siècles. Mais de l'autre côté, il le fit par le biais d'une brutalité systématique et d'une terreur d'État qui massacrèrent son propre peuple et traumatisèrent le pays. Son influence se projeta bien au-delà de sa mort. Il devint un archétype, un modèle à suivre pour les futurs dirigeants russes autoritaires qui virent en lui un exemple de ce qu'il fallait pour gouverner une terre aussi vaste et rebelle. Le plus remarquable de ses admirateurs fut Joseph Staline, qui le défendit ouvertement, croyant que la cruauté d'Ivan au service de l'État était nécessaire et que sa seule erreur avait été de ne pas avoir été suffisamment impitoyable. Finalement, l'histoire d'Ivan est un rappel terrifiant de la manière dont le traumatisme personnel d'un enfant, lorsqu'il est combiné au pouvoir absolu d'un homme, peut déclencher une catastrophe nationale.
Sa vie nous oblige à réfléchir au véritable prix de la construction d'un empire, et à nous demander si un grand leader peut aussi être un monstre. Penses-tu qu'Ivan fut un monstre produit de son enfance terrible, ou un leader calculateur qui utilisa la terreur comme un outil politique? Est-il possible d'être les deux à la fois? Partage ton analyse dans les commentaires. Si cette histoire sur le pouvoir et la folie t'a impacté, soutiens la chaîne de Stratégos avec ton abonnement et ne manque pas les prochaines vidéos.